le Nigérien, c'est quelqu'un de très humble. Et puis c'est quelqu'un, quand il est avec toi avec son cœur. Mais je sais que beaucoup ne partagent pas aussi ça. J'ai côtoyé des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont extrêmement intelligentes, visionnaires et qui ont des capacités d'analyse extraordinaires. J'ai côtoyé des femmes qui ont eu la chance d'aller à l'école, des femmes intellectuelles. Je suis mère, j'ai une fille. Je sais ce que vit la femme nigérienne. Il y a des choses qui se passent, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que ça doit être, ça ne peut pas être seulement un combat des femmes, c'est aussi un combat des hommes. Parce que les hommes aussi sont des papas. Et je ne pense pas si un père ou un frère voudra à ce que sa fille ou sa sœur ou sa maman ne puisse pas jouir de ses droits. Oui. Un grand merci à l'ambassade de l'Italie au Niger, le sponsor officiel du podcast Excellence, qui a rendu cet épisode possible. Et si vous aussi, vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire de manière vraiment très simple, juste en vous abonnant. Sans plus tarder, je m'appelle Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence. Madame Maïmou, j'ai bien envie qu'on parle de votre passé, de votre enfance. N'est-ce pas, vous avez grandi dans un écosystème essentiellement touareg et on sait un peu à quoi ça ressemble. Alors, pour ceux par exemple qui sont au Bénin, pour ceux qui vont nous regarder du Togo, à quoi est-ce que ça ressemble et racontez-nous un peu votre enfance, comment c'était. Alors, quand vous parlez d'écosystème touareg, j'aime bien l'expression écosystème. Et moi, j'ai eu le privilège de grandir dans une culture qui a hérité et du système matrilinéaire touareg. Parce que dans la société touareg, quand même, la femme, elle a une place extrêmement importante. Moi, j'ai été inspirée par mes grands-mères, donc ma grand-mère paternelle et ses sœurs, mais également mes tantes. C'était des femmes extrêmement fortes, des femmes qui avaient des activités génératrices de revenus florissantes. C'était des femmes qui possédaient aussi des objets précieux. Je les voyais très épanouies. Quand je fais un tout petit peu le film de mon enfance, moi, c'est la femme que je vois, des femmes qui sont puissantes, qui sont des piliers des familles, et des femmes extrêmement autonomes. Donc, c'est ça qui m'inspire et je pense que c'est un grand privilège que j'ai. Et je trouve dommage à peut-être les filles et les femmes beaucoup plus jeunes que moi n'ont peut-être pas eu l'opportunité de voir et ces femmes qui peuvent être extrêmement inspirantes pour nous. J'ai bien envie de visualiser en fait la famille, ça ressemblait à quoi? C'est-à-dire ramenez-nous un peu en arrière, faites-moi rêver. Alors, la famille, ça ressemble à... moi, j'ai trouvé déjà, et quand j'étais petite, déjà, et quand un jeune épouse sa femme, c'est plutôt l'homme qui vient chez la femme. Donc, dans la famille, il y a peut-être un endroit qui est aménagé pour la famille qui vient de se mettre en place. Donc, c'est l'homme qui vient chez la femme. Donc, ça veut dire que la femme, quand même, elle a toute son importance dans la famille. Et puis, je me rappelle de quelque chose. À l'époque, même quand on dit le prénom de quelqu'un, quand on était jeune, c'est toujours accompagné du prénom de sa maman. Ok, comment? Et non le prénom de son papa. C'est-à-dire, peut-être Hamid, au lieu de dire Hamid Bizo, oui, on dit Hamid Zara. Oui, c'est toujours accompagné, oui. On l'identifie l'enfant toujours par rapport à sa mère. Oui, ça je l'ai trouvé de mon jeune âge. Dans les quartiers, chaque fois, le prénom de chaque, en tout cas, enfant du quartier, c'était le prénom de la maman qui suivait. Oui. C'était comme ça. Donc, voilà, c'était la norme à l'époque. Et puis, les femmes, elles sont importantes dans les prises de décision. Elles sont... On les concerte. Oui, elles sont concertées. Voilà. Elles sont plus ou moins des chefs de famille. Je ne dis pas que l'homme n'a pas sa place. L'homme aussi a sa place en tant que père de famille, en tant que papa et tout. Mais la femme n'est pas au second rang. Je la trouve comme
de façon une vie plus ou moins équilibrée. Oui, oui. Oui. Et en grandissant, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que vous avez grandi dans une famille essentiellement touareg, mais le primaire, par exemple, ça ressemblait à quoi? Vous étiez quel genre d'élève? Alors, moi, j'étais une élève avec beaucoup d'humilité, brillante. Et en tout cas, les souvenirs que j'ai été toujours première de ma classe et je me rappelle, chaque fois à la remise des bulletins, je porte toujours un nouveau habit parce que je sais que je suis la première et c'est avec fierté que je récupère mon bulletin. Et donc je me rappelle de ça et je me rappelle aussi de quelque chose. Une fois, j'étais en classe de 4e. J'étais première de la classe avec 16 de moyenne. 16 de moyenne et la deuxième, c'était encore une fille. Elle avait 15 de moyenne. Et le troisième, c'était un garçon, il avait 13 de moyenne. Donc, vous voyez l'écart. Et le directeur de l'école, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi. Le directeur de l'école, il dit aux garçons, vous n'avez même pas honte, vous vous laissez dépasser par des filles. Je les regardais comme ça, j'ai dit, mais pourquoi ils ne célèbrent pas notre réussite, mais c'est plutôt... Et ils se préoccupaient et pourquoi ce ne sont pas les garçons qui sont premiers ou deuxièmes. Donc c'est maintenant avec du recul et les outils que j'ai pour lire c'est quoi les questions des inégalités, j'ai compris son message, mais ça ne m'a pas découragée, je continue à garder ce rang-là de première ou de deuxième. Wow. Mais est-ce que vous étiez active? Parce que je connais par exemple, c'est compréhensible que la première, la deuxième, qu'elle ait 16, 19, etc., et que le garçon, ça c'est quelque chose qu'on observe à l'université. C'est-à-dire comme le garçon, il va s'occuper à faire des activités, etc., etc., il sera un peu moins attentionné à l'école. Mais vous, au primaire déjà, est-ce que vous faisiez uniquement l'école ou bien vous faisiez des activités déjà? Alors moi, je vais plutôt vous dire, oui, et les garçons, parfois, ils sont préoccupés à jouer au ballon. Ça, c'est des activités pour son bien-être, pour sa distraction. Mais quand vous comparez à la petite fille, généralement, nous les filles, quand on va à la maison, nous allons aider la maman à faire la vaisselle, à faire la cuisine, à faire le ménage. Et parfois, même quand il y a un petit frère ou une petite sœur, on va également aider la maman. Donc, en termes de charge de travail que nous avons, les filles ont plus de charges de travail à la maison qu'elles doivent combiner avec l'apprentissage. Si on a des leçons à apprendre, si on a des devoirs à faire. Alors que si tu as un frère garçon, lui, il va juste aller jouer au ballon, il va rentrer et personne ne va lui demander d'aider la maman pour le ménage. Donc, quand on compare, les filles, elles ont plus de charges, mais quand même, elles restent premières. Mais vous étiez comment? Est-ce que vous étiez active? Moi, j'étais très active. Non seulement j'étais parmi, en tout cas, les élèves brillants, mais aussi j'étais impliquée dans les activités scolaires. Et je me rappelle, je faisais aussi partie de notre petite troupe, comment on appelle ça, culturelle à l'époque. Quand il y avait les chansons, il y avait les compétitions en fin d'année entre les écoles. Et je me rappelle encore l'année quand le groupe Wayiwan, qui a en tout cas connu beaucoup de succès au Niger, ils ont gagné la première place, c'était l'école primaire Toudou. Moi, j'ai fréquenté l'école primaire, école centre. Donc, ils étaient la troupe de Toudou. Donc, les filles, c'est leur chanson qui a gagné le premier prix et nous, notre chanson avait gagné le deuxième prix. Donc, je me rappelle, j'étais très active dans les activités culturelles, mais aussi j'ai joué beaucoup dans les pièces de théâtre aussi. Ah oui. Oui, oui, je me rappelle encore de ces moments où c'était extrêmement intéressant parce que pendant les vacances, pendant les congés, on avait pas mal d'activités culturelles et sportives. Et à l'époque aussi, j'étais une passionnée de handball. Et je me cachais parce que mon papa ne voulait pas que j'ai joué au hand. Donc, parfois, je me cachais, je partais aux entraînements et je ne voulais pas assez qu'il sache. Sinon, j'étais très, très passionnée de ce sport-là. Magnifique. Là, par exemple, je vois qu'à 9 ans, par exemple, en CM1,
Bon, enfin, en CM1, vous gérez déjà un aspect comptabilité du commerce du papa. Comment vous avez appris? En fait, j'aimerais savoir comment un enfant en CM1 pouvait gérer la compta. Alors, et je peux vous dire, même moi, je ne pouvais pas vous dire et comment ça s'est passé. Je me suis retrouvée dedans parce que je pense que le vieux, il avait senti que j'avais ces habilités-là de le faire. Je tenais sa comptabilité parce que notre père, il avait, que son âme repose en paix, il est décédé l'année dernière. Amen. Il avait un business d'opérateur économique, donc on avait une boutique sous forme de boutique d'alimentation où on vend un peu du tout et pour le quotidien. Et pendant les vacances, moi, j'étais comme la vendeuse. Et pas moi seulement, mais aussi mes sœurs. Donc, et c'est là où j'ai commencé à jouer un peu le rôle de comptable. C'est lui qui m'a initiée. C'est lui qui m'a dit, parce qu'il y avait surtout des enseignants qui étaient dans les villages environnants, qui venaient s'approvisionner. Ils prenaient les produits alimentaires à crédit. Donc, c'est moi qui notais les crédits. Et maintenant, à la fin du mois, quand ils viennent à Agadez pour récupérer leurs soldes et leur salaire, donc en ce moment-là, ils viennent. Soit il y a ceux qui payent tout, donc c'est soldé et ils prennent un nouveau crédit. Il y a ceux qui payent une partie, donc il y a encore de l'argent qu'ils devaient au papa, donc ils prennent encore un nouveau crédit. Et moi, je ne savais même pas c'est quoi le principe de la comptabilité, mais quand même, je pouvais lui dire exactement. Vous compreniez tout ça? Oui, je comprenais tout ça. Et j'étais aussi un tout petit peu comme la secrétaire du quartier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas quand même beaucoup de personnes autour qui sont allées à l'école. Et il n'y avait pas encore les emails, les téléphones portables. Donc, c'était les lettres qui venaient par la poste. Donc, je lisais aussi les lettres, je faisais la traduction et j'écrivais aussi les lettres à pas mal de personnes dans les quartiers. Je pense que le niveau d'éducation d'avant et celui de maintenant, c'est complètement différent. En classe de CMM, déjà, on a quand même acquis pas mal de choses qui me permettaient de faire ce que je faisais avant. Mais vous, si je comprends bien, en fait, c'est surtout à la maison qu'on a créé ce cadre-là. Où vous êtes plus instruit, plus cultivé et plus actif sur tous les plans. Absolument. Oui. Absolument. Parce que mon père, c'était quelqu'un, et il avait eu d'abord les filles. Moi, j'ai 2 grandes sœurs, je suis la 3e, et c'est mon petit frère, c'est lui qui venait après moi, qui était le premier garçon. Donc, en tout cas, il nous a éduqués. À l'époque, je pouvais dire de la même façon qu'on éduquait les garçons. Il a fait en sorte que nous toutes qu'on parte à l'école. Alors qu'à côté de nous, il y avait nos cousines, et les filles de ma tante paternelle. Leur papa ne voulait pas que ses filles partaient à l'école. Alors que nous, notre papa, il faisait tout pour que ses filles puissent aller à l'école. Moi, je pense que ça, c'est que mon père, c'est le fondement du père. Pour lui, les savoirs, et je me rappelle quand j'étais enfant, il disait, il faut aller chercher les savoirs le plus loin possible jusqu'en Chine. Donc déjà, nous, on a grandi qu'il n'y a pas de limite quand il s'agit du savoir. Et il est là. Moi, je me rappelle encore mon père, et il m'accompagnait à l'école. Il pouvait aussi venir me chercher à l'école. Il me posait la question, comment ça s'est passé à l'école. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je le nomme. Je l'ai. Wow. Oui, je l'ai. En fait, c'est une grande chance de grandir dans un espace qui est préparé. Pour raconter un peu, par exemple, moi, l'histoire, mes parents, c'était pas les plus riches. Franchement, c'était pas les plus riches. Mais ils ont tout fait, ils ont tout sacrifié pour qu'on ait accès, moi et mes petits frères, à une éducation de qualité. À la maison, par exemple, moi, je voyais les autres, ils avaient Canal+, ils avaient des dessins animés, etc. Moi, j'avais une énorme bibliothèque. Donc, en fait, pendant que les autres racontaient Angelo la débrouille à l'époque, moi, je comprenais pas grand-chose. Moi, j'étais dans les dictionnaires, moi, j'étais dans les livres, dans les romans, de mes histoires. Et ça a contribué, par exemple, à ce qui est quelqu'un qui n'est pas trop dans le hype là, comme les autres enfants. Pendant que les autres étaient donc quoi? Allons jouer au foot,
allons, je sais pas, allons faire la fête. Moi, j'étais beaucoup plus, j'ai commencé ce roman-là, je dois le terminer. Et ça, c'est une chance, en fait, Ouais. de grandir dans un écosystème préparé, Absolument. tout simplement. Et moi, c'est après, quand j'ai pris du recul, et parfois je me questionne, je dis, mais et comment est-ce que j'ai développé telle compétence? Par exemple, la compétence de gestion et la compétence voilà, même de négociation. Parce que je me rappelle à l'époque, mes grandes sœurs, et quand on veut demander quelque chose aux vieux, même si c'était pas mon initiative, c'était l'initiative des autres, le plus souvent, j'étais la déléguée. Donc, voilà, on se concerte et mes sœurs disent, quand on va aller chez le papa, donc c'est toi qui vas parler à notre nom. Et vous gérez bien? Et je le faisais. Je le faisais à l'époque, je ne savais même pas, parce qu'elles me disent, tu sais, tu as le mot qu'il faut, tu peux le dire. Et comme ça, je ne savais pas que j'étais en train de bâtir quelque chose qui va me servir plus tard. Juste une petite pause. Comme vous le savez, l'une des missions du podcast Excellence, c'est de mettre en lumière les entrepreneurs et les porteurs de projets. Donc, je vous laisse découvrir le porteur de projet de la semaine. Je suis Dr Oumar Yadji Halima. Je suis enseignante-chercheur à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Niger. Donc, je suis spécialisée sur les questions de nutrition humaine et sciences des aliments. Le premier contact qui était vraiment le réseau des universitaires sahéliennes pour la sécurité alimentaire et le développement durable. Parce que pourquoi je mentionne ça? C'est dans ce cadre-là que j'ai eu à faire un mois de mobilité à Turin. Voilà, donc c'était ça le premier contact vraiment avec la coopération. Sinon, avec l'Italie, on avait eu à mettre en œuvre dans le cadre de l'éducation nutritionnelle vulgarisée par la FAO. Là aussi, j'ai séjourné là-bas et à Rome à 2 ou 3 reprises comme ça. J'avais séjourné dans un laboratoire où ils faisaient le contrôle de qualité des aliments qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai eu quand même à me renforcer par rapport aux analyses physico-chimiques et microbiologiques. Voilà. Ce sont des conservateurs. L'aspect socio-culturel est frappant, vraiment. Ça, j'ai mentionné ça. Et c'est quelque chose qui m'a captivée en fait. Sur les questions socio-culturelles, aussi bien sur l'alimentation que par rapport à leur langue et leur comportement, je disais que vraiment c'est ça. Je les traite chaque fois de conservateurs. Je dirais plus la gastronomie conservatrice. Anyways, retournons à notre conversation. À 15 ans, alors que vous rêviez d'informatique, si je ne me trompe pas, vous vouliez faire l'école technique de Maradi. Le lycée technique. Le lycée technique de Maradi. À l'époque, c'était le prestigieux. Racontez-nous en fait l'expérience à ce moment précis. Alors, moi, juste après le BPC, en tout cas, mon premier choix, c'était d'aller au lycée technique de Maradi parce que je voulais continuer les études. À l'époque, il y avait une école d'informatique au Gabon. Donc, pour moi, je finis le lycée. Après mon bac, c'était direction et le Gabon pour les études en informatique. Et malheureusement, les étoiles n'ont pas joué en ma faveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis retrouvée à l'École nationale de santé publique, à l'ENSP. C'était pas mon choix et je me rappelle tout au long du voyage d'Agadez jusqu'à Niamey, je pleurais parce que je ne voulais pas aller à l'ENSP. Et pourquoi on vous a imposé la santé? Alors, on m'a imposé la santé parce qu'à l'époque, et puis je peux comprendre, c'était
aussi l'écosystème. Et c'était une façon de protéger les filles parce que tu sais, le plus souvent, quand tu quittes chez toi, tu vas étudier ailleurs ou bien déjà quand tu atteins l'âge de l'adolescence, on estime que tu es vulnérable en tant que fille. Et déjà, la question de la préparation au mariage, elle commence. Ah, ça avait commencé voilà, à 15 ans. Ça avait commencé. Et 15 puis, ans. Oui, et puis déjà, à l'époque, moi, je me rappelle, autour de moi, il y avait déjà, voilà, des cousins. Vous savez comment ça se passe ici au Niger, il y avait déjà des prétendants qui tournaient. Moi, je ne comprenais même pas c'était quoi, mais voilà, il fallait aller rapidement terminer les études, se marier, c'était la chose la plus convenable pour la jeune fille. Et je pense que je n'ai pas échappé malheureusement à cette règle-là, oui. Mais ça ne m'a pas bloqué pour continuer mes études. Et voilà, étant mariée, même quand je commençais à avoir les enfants, je continuais mon rêve d'études, même si je n'ai pas continué en informatique, et parce que à l'ENSP, j'ai fait l'assistanat social et j'ai découvert quand même un domaine extrêmement important. J'ai découvert la psychologie, j'ai découvert des matières humaines et qui m'ont inspirée et je me suis dit que peut-être que c'est bien et que je me spécialise et j'approfondis aussi les choses dans le domaine de la gestion de projet et c'est comme ça Finalement, c'était peut-être pas une mauvaise expérience d'aller à l'ENSP. C'était pas en fait j'ai pu m'adapter et j'ai pu aussi me réinventer et ce n'est pas parce que j'ai pas eu l'opportunité d'aller au lycée technique que ça va me bloquer dans mes ambitions. Donc voilà, j'ai saisi les opportunités et qui s'offrait à moi avec le diplôme que j'avais de l'ENSP pour pouvoir continuer. Voilà. J'ai continué les études en gestion de projet. J'ai fait l'IAT. Ah, IAT, oui, ici, j'ai fait 4 ans, je pense, à l'IAT. Donc, j'ai fait le Master 2 en gestion de projet. En même temps, je travaillais et je prenais le cours aussi. J'ai eu la chance d'avoir aussi des employeurs qui ont vu du potentiel en moi et qui pensaient que si ils m'accompagnent dans ces études, ça va être un projet gagnant-gagnant. Oui. Donc, je n'ai pas payé moi-même les études à l'IAT, c'était plutôt mon employeur qui avait payé les études. Ouais. Ok, et après l'IAT, vous êtes passé où? Après l'IAT, j'ai continué quand même mon chemin professionnel, mais j'étais encore motivée à continuer les études et je voulais développer aussi quelque chose de plus analytique et c'est là où j'ai été sélectionnée pour un programme de formation de master professionnel en politique et pratique des actions de développement. Déjà, j'ai acquis pas mal d'années d'expérience dans le domaine. Donc, j'étais partie en Suisse pour faire le master en politique et pratique. C'était une bourse que vous aviez? J'ai eu moitié bourse et un de mon employeur aussi a payé la moitié. Machallah. Ouais. Non, quelle chance. Ouais. Ok. Et de là, vous êtes passé où? Alors, de là, comme mon employeur a payé une partie, naturellement, je devais travailler un certain nombre d'années et pour honorer aux engagements que j'avais pris. Et après, je continue aussi mon chemin jusqu'à un certain moment et après quand même 20 ans d'expérience dans le milieu des ONG internationales. J'ai commencé plus bas en tant qu'animatrice de terrain et jusqu'à j'étais devenue gestionnaire de projet, en tout cas le plus haut niveau et qu'on peut estimer pour gérer un projet. Et puis j'ai géré de petits projets jusqu'à des projets complexes et j'ai acquis pas mal des capacités d'expérience. J'ai compris aussi comment fonctionnait le monde du développement, le monde humanitaire. Et à un certain moment,
le milieu a commencé à se rétrécir par rapport à ma vision. Parce que j'avais besoin de beaucoup plus d'autonomie et pour mettre à contribution ce que j'ai appris, le faire de façon plus libre. Et puis, je me suis dit aussi, parce que j'ai beaucoup appris du terrain, je connais les 8 régions du Niger en profondeur. Ça, c'est un privilège. Parlez-nous de la fameuse DT. Alors, la fameuse DT, quand j'ai commencé à travailler à Care International en tant qu'animatrice, donc j'ai travaillé dans les villages pour la mise en place de groupements féminins. C'était un privilège de travailler avec les femmes rurales. Et là, pour se déplacer, il fallait utiliser la moto, il fallait conduire la moto DT. Au début, c'était DT 50 et là, je suis montée en DT 125. Personnellement, je ne savais pas comment conduire la moto quand je commençais à travailler. Ah oui. Mais j'ai dit, c'est un défi. Moi, j'aime le challenge. J'ai appris assez rapidement à conduire la moto et je vous assure, c'est un moment, quand j'y pense, c'était un moment assez riche de ma vie. J'ai beaucoup appris. Et puis, il n'y avait pas de problème d'insécurité. On sillonnait partout en moto en tant que femme. On ne pensait même pas si quelque chose allait nous arriver. Juste, on faisait attention pour ne pas tomber. À ce moment, c'était courant d'avoir des femmes qui conduisaient en moto? Oui, on était nombreuses. Ah oui? On était nombreuses parce que c'était un projet. Les grosses motos? Oui, les grosses motos DT 125. Et je me rappelle, et quand on partait à Terra, quand on vient sur nos motos et on conduisait les motos fièrement, on montait dans le bac. Et puis, on traversait le fleuve et à l'autre rive, on démarrait nos motos, on continuait, les gens nous regardaient, c'était assez impressionnant. Ok. Parlez-nous de votre première expérience en recherche. Alors, ma première expérience en recherche, je pense que la première expérience, c'était quand j'ai fait mon premier travail de mémoire. Oui. Mon premier travail de mémoire, et j'ai travaillé sur les conséquences du départ volontaire de la fonction publique au Niger. C'était à l'époque quand la fonction publique avait arrêté d'embaucher directement les nouveaux diplômés qui sortaient des écoles professionnelles. Moi, je fais partie de cette promotion. C'est à partir de notre promotion que l'État ne recrutait plus. Donc, il fallait se réinventer. Donc, quand j'ai terminé mes études, moi, j'ai fait cette étude-là parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de départs. Je pense que c'était au moment des ajustements structurels. Et l'État donnait l'opportunité aux gens qui voulaient quitter un peu plus tôt avant la retraite. Donc, ils partaient avec une certaine somme pour démarrer de business. Donc, beaucoup n'étaient pas préparés et ça a créé beaucoup de dégâts. Donc, moi, j'ai essayé de voir quelles sont les conséquences de ce départ. Donc, c'était ça ma toute première expérience. À l'époque, c'était pas assez profond. Maintenant, après, quand j'ai fait mon master, donc là, j'ai fait une recherche en adéquation avec ma passion. Là, j'ai travaillé sur les questions de l'autonomisation des femmes. Et là, on sent que c'est quelque chose qui vous plaît le plus. Ah oui, c'est quelque chose qui me plaît. Et vous avez compris d'où je viens. Moi, j'ai été inspirée par des femmes très fortes. Donc, moi, je suis une militante née des droits des femmes. Donc, j'ai travaillé sur l'autonomisation des femmes dans la région de Dosso. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a aussi amené à faire des recherches sur les femmes leaders au Niger. C'est la question des Saraounia. Et puis à l'époque, dans les années 90, on avait des braves femmes, nos aînées, nos mamans, et qui ont milité pour les droits des femmes. Je me rappelle encore de ces femmes qui ont marché pour qu'on ait la journée du 13 mai, parce qu'elles réclamaient plus de représentativité des femmes dans la commission préparatoire de la conférence nationale. Et ça a marché. Ça me rappelle par exemple un phénomène que je vois beaucoup et que malheureusement il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Déjà, vous, quand vous parlez de militants des droits de femmes,
Pour vous, c'est quoi concrètement? Et je pense que c'est quelque chose que vous faites ici et là-bas au Canada. Pour vous, ça ressemble à quoi? Alors, je suis femme. Oui. Et je vous ai raconté d'où je viens. Moi, j'ai grandi dans un système qui a hérité du matriarcat. Et je vis ce modèle de femmes autour de moi, de ma famille, de femmes fortes, des femmes qui avaient un statut confortable. Et j'ai eu le privilège de sillonner le Niger. Je connais le Niger en profondeur. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue. J'ai côtoyé des femmes rurales, des femmes urbaines. J'ai côtoyé des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont extrêmement intelligentes, visionnaires et qui ont des capacités d'analyse extraordinaires. Mais j'ai côtoyé des femmes qui ont eu la chance d'aller à l'école, des femmes intellectuelles. Je suis mère, j'ai une fille, j'ai des nièces, j'ai des sœurs. Je sais ce que vit la femme nigérienne. Et je me dis, il y a quelque chose à faire. La femme nigérienne, elle a besoin de quelque chose pour pouvoir s'épanouir. Elle a besoin de vivre les mêmes droits que les hommes. Quand on parle de droits et tout ce que la législation, en tout cas, et parfois même quand on regarde la législation, tout est écrit, mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Il y a des choses qui se passent, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que ça doit être, ça ne peut pas être seulement un combat des femmes, c'est aussi un combat des hommes. Parce que les hommes aussi sont des papas. Et je ne pense pas si un père ou un frère voudra à ce que sa fille ou sa sœur ou sa maman ne puisse pas jouir de ses droits. Oui. Donc vous, c'est pour ça que vous battez. C'est votre cheval de bataille, ça? Ça fait partie de mes chevaux de bataille parce que il y a les droits des femmes, il y a aussi la question de la jeunesse. De la jeunesse. Oui. Ok. Est-ce que ça, on peut comparer ça au féminisme qui se fait ici au Niger? Alors, moi, je peux pas faire de comparaison avec quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Moi, je connais ma lutte et je connais dans quel contexte j'ai fait ma lutte et je sais pourquoi je le fais. Maintenant, moi, je ne peux pas comparer avec quelqu'un d'autre, mais moi, je sais ce que je fais. Là-bas au Canada, il y a le féminisme, non? Là-bas au Canada, il y a le féminisme et j'ai eu le privilège de travailler pendant 5 ans dans un centre de prévention et dans un centre de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça se passe comment là-bas? Est-ce que c'est un rejet catégorique de la gente masculine? Est-ce que c'est non, les hommes sont mauvais, etc. Je ne juge pas. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe là-bas? Le féminisme, ce n'est pas un combat contre les hommes. Le féminisme, c'est un combat pour le rétablissement des droits entre les hommes, pour que les hommes et les femmes puissent avoir les mêmes droits. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne va pas avoir des droits, qu'on sera discriminé, qu'on n'aura pas les mêmes opportunités, qu'on n'aura pas les mêmes chances parce qu'on est femme. Le féminisme juste essaie d'assurer cet équilibre. C'est, voilà. Le même droit que les hommes ont. Oui. C'est-à-dire si demain, sans vouloir vous couper, si demain, par exemple, une femme veut être médecin, c'est-à-dire au lieu que l'écosystème... À compétence égale, oui. Qu'elle ait son poste de médecin. Tout simplement. Oui. Ok. Mais est-ce que notre écosystème ici, il est favorable pour ça? Est-ce que ça encourage les femmes, en fait, à poursuivre leurs ambitions? Alors, l'écosystème d'ici, je connaissais l'écosystème. Moi, je me rappelle la première formation sur les questions du genre, des droits des femmes, c'était en 96. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Wow. Ma première formation sur les questions de l'équité et de l'égalité, c'est ici au Niger et je me rappelle très bien à Kony. Aujourd'hui, quand j'ai encore l'image de cette toute première formation-là, et sur les questions du genre, mais depuis que j'ai quitté le Niger, je ne peux pas vous dire que je maîtrise parfaitement l'écosystème. Il y a des choses qui se passent, je vois quand même
des femmes assez battantes qui parlent des droits des femmes. Et chacun le fait ou chacune le fait à sa manière. Mais pour moi, dès lors qu'on milite pour la question des droits des femmes, et c'est de ça que nous avons besoin. Peut-être qu'on a besoin, mais je ne vais pas aller dans ça. Je ne vais pas parce que les gens vont... Oui, parce qu'ici, on a comme trois catégories. Celles qui pensent qu'elles sont extrémistes, les choses doivent se passer comme ça. Celles qui pensent que je suis féministe, mais... Et celles qui pensent que laisser ça, c'est pas bon. Donc... Vous ne voulez pas en parler? Non, je ne vais pas en parler. Parce que ouais, j'ai des bonnes relations avec moi. Je veux pas... en réalité... Je ne veux pas les questions de conflit. Je respecte les choix des gens. Mais je sais, moi, ce que je fais, ce que font les autres, c'est leur problème. Plus tard, vous fondez le Cercle d'Ève. N'est-ce pas? Le Cercle d'Ève, en tout cas, moi, j'observe, il y a pas mal d'actions qui sont faites. N'est-ce pas? En termes de formation, n'est-ce pas? Pour les jeunes, etc. Mais en réalité, c'était quoi la motivation au début? Pourquoi créer le Cercle d'Ève? Et c'était quoi vos ambitions? Alors, Cercle d'Ève a été juste un déclic. Comme je vous disais, j'ai travaillé dans le milieu des ONG internationales pendant plus de 20 ans. À un certain moment, c'était comme le plafond de verre. Et j'avais une belle carrière, j'avais une sécurité d'emploi. Voilà, je m'épanouissais et tout. Mais le milieu a commencé à devenir un peu étroit par rapport à ma vision. Parce que à l'époque, j'avais besoin, c'est comme si tu as les ressources, tu as les outils, tu as les armes qu'il faut, mais tu manques d'espace. Et l'espace des ONG internationales ne me permettait pas de pouvoir réaliser cette ambition. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de voler à mes propres ailes, de créer un espace qui me permettra de réaliser cette vision. Ok. Et ça a commencé en quelle année? Le Cercle d'Ève a commencé en 2014, mais pas officiellement. En 2014, et je me rappelle, l'idée est née, et la structure a été mise en place, mais on n'avait pas encore engagé les démarches pour la reconnaissance juridique des Cercles d'Ève, mais on faisait quand même des petites activités de bénévolat, parce que l'idée même de la mise en place des Cercles d'Ève, c'était, pour moi, je crois au potentiel qu'on a au Niger. Pour moi, c'était comment sortir de cette pratique des mains tendues. Pour moi, le développement ne doit pas être quelque chose qui est essentiellement financé par l'extérieur. Quand on regarde, on a du potentiel. Franchement, oui. Parce que ce n'est pas seulement l'argent qui fait le développement. C'est aussi des idées. C'est aussi des ressources locales. C'est aussi du temps. C'est aussi de l'énergie. C'est tout ça qui fait. Donc, pour moi, c'est comment créer ces conditions pour qu'on puisse mettre en place une approche de développement local qui s'inspire de la base et qui s'inspire des ressources locales. Même si on doit aller chercher plus de fonds à l'extérieur, mais ces fonds-là viendront soutenir ce que nous avons déjà mobilisé au niveau local. Donc, c'était ça ma vision autour de Cercle d'Ève. Et à l'époque, quand même, quand on regardait la population nigérienne, 70% est composée de jeunes. Pour moi, c'était un potentiel. Et puis, Cercle d'Ève est né aussi au moment où la question de l'extrémisme violent a commencé. Et pour moi, cette population de jeunes, il faut essayer de voir comment créer les conditions pour que les jeunes ne s'engagent pas dans les activités de violence. Parce que c'est quand ils sont vulnérables, quand on leur fait des propositions, ils seront tentés et ils vont s'engager dans la violence. Donc, Juste une petite parenthèse. Si, par exemple, il y a un enfant de 10 ans qui nous regarde aujourd'hui et qui veut comprendre c'est quoi l'extrémisme violent, c'est-à-dire dans des termes un peu plus simples. Alors, l'extrémisme violent, pour moi, c'est une personne
qui choisit l'extrême et qui ne fait pas place même à la communication. Pour elle, sa façon de voir les choses. Tant que tu ne vois pas la chose de la même façon, tu es son ennemi, il faut t'abattre. Ah oui. Pour moi, c'est ça la définition que j'ai de l'extrémisme violent. Et j'ai eu la chance de travailler sur le premier projet de recherche sur les facteurs de vulnérabilité et les capacités de résilience des communautés face à l'extrémisme violent. J'ai sillonné la région de Difa, j'ai sillonné la région de Tillabéri et à l'époque, c'était un projet également plus ou moins transfrontalier parce que j'ai travaillé aussi avec les équipes du Burkina Faso. J'ai travaillé et nous avons également travaillé pour collecter des données dans la région du Sahel au Burkina Faso. C'était une étude assez intéressante parce que j'ai travaillé aussi avec des universitaires. J'ai travaillé avec aussi des enseignants-chercheurs de l'université de Niamey, mais aussi des centres de recherche du Burkina Faso. Et cette étude a révélé un certain nombre de choses qui, je pense, sont d'actualité. Ah oui? Et je suis tellement, j'ai tellement mal de voir comment l'extrémisme violent a pris de l'ampleur au Niger. Et je me rappelle encore dans un village à Maradi, et quand j'ai expliqué le projet, je voulais à ce que le projet intervienne dans le village, et le chef du village, il m'a regardé, il a dit, nous, on ne s'engage pas dans un projet qui est dirigé par une femme. Ah oui? Ouais, j'ai continué mon chemin. Et j'ai juste considéré qu'il n'était pas prêt. La population n'était pas prête. J'ai continué mon chemin, mais peut-être j'ai eu comme deux villages sur une vingtaine de villages là où j'ai travaillé. J'ai travaillé avec des enseignants, des imams. Ça, c'est une des plus belles expériences de ma vie, des personnes qui m'ont honoré, qui m'ont écouté, avec qui j'ai travaillé, et ils ont bénéficié, en tout cas, de pas mal d'outils de pédagogie, parce que on a fait la connexion entre les inspections et de l'éducation des différentes régions qui formaient les enseignants des écoles coraniques en pédagogie. C'était des outils qu'ils n'avaient pas, et ça a servi. Nous avions créé des passerelles entre les écoles coraniques et les médersa, et ça a donné la chance à beaucoup de jeunes Nigériens et même des femmes adultes de pouvoir continuer leur ambition d'étudier soit un métier ou de continuer dans le cycle normal de l'éducation au Niger. C'est magnifique ça. Ouais. C'est magnifique ça. Pour revenir à Cercle Dev, maintenant Cercle Dev, ça a 12 ans d'existence. Oui, Cercle Dev a techniquement 12 ans. J'ai dit en 2014, quand on avait commencé, c'était vraiment des activités informelles de bénévolat avec une petite équipe de bénévoles. Je me rappelle, à l'époque, il y avait 4 personnes autour de moi et c'était des personnes avec qui on a travaillé et on partageait les mêmes valeurs et puis on voulait bâtir quelque chose ensemble. Donc, on a commencé comme ça par des petites activités. C'est en 2016 que nous avions, que nous avons finalement été reconnus. Parce que ça a pris du temps parce qu'à l'époque, je ne voulais pas du statut ONG. J'étais en train de me dire, comment est-ce qu'on peut avoir un autre statut? On parlait des réseaux de bénévoles, on parlait, mais pour pouvoir avoir une reconnaissance juridique, c'était le statut d'ONG qui était la formule qui s'applique à Cercle Dev, et finalement on a reçu notre reconnaissance juridique. Mais Cercle Dev n'est pas seulement reconnu au Niger, nous sommes également reconnus au Burkina Faso. Ah oui. Oui, parce qu'à l'époque, quand la question de sécurité n'était pas encore dégradée, et nous avions aussi des activités et surtout à la frontière avec Dori et la région du Sahel. On a beaucoup travaillé avec les communes et de la région du Sahel au Burkina Faso. Donc maintenant, techniquement, bon, enfin,
vous avez entre 10 ans d'existence. On a 10 ans d'existence. Et maintenant, quand vous voyez, en fait, déjà, vos bénévoles travaillent sur quoi essentiellement? Ouais. Alors, aujourd'hui, on n'a pas seulement que des bénévoles. Et on a commencé par le bénévolat. Et aujourd'hui, je peux vous dire, Cercle Dev, nous avons 36 employés à Cercle Dev. Wow. Nous avons des projets, nous avons la présence sur les 8 régions du Niger avec une présence physique, là où nous avons des bureaux. Au Niamey, nous avons notre siège, on a un bureau annexe, on a un bureau à Maradi, on a un bureau à Agadez, on a un bureau à Tillabéri. Et voilà, et on va continuer à ouvrir les antennes, Inch'Allah, dans toutes les régions du Niger pour être beaucoup plus proche des communautés que nous desservons. Sur votre profil LinkedIn, vous appelez la Skills Booster, c'est pas la propulseuse de compétences. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, pour vous expliquer ça de façon terre à terre, moi je suis une personne, et je le disais à Nasser quand on venait, moi je suis une personne qui a travaillé sur sa lumière. Donc, ma lumière, je l'utilise pour allumer des lumières autour de moi. Donc, chaque fois que je vois quelqu'un, il est prêt, sa bougie est prête, moi, j'éteins ma lumière pour qu'on brille ensemble. Okay. Donc, c'est comme ça que je me définis. Et c'est quand je le dis, même, je sens beaucoup de plaisir à le dire. Et parce que pour moi, il faut briller ensemble. Je ne suis pas... Je ne comprends pas quand il faut éteindre la lumière de quelqu'un pour briller, alors qu'on peut briller ensemble. Ouais. Donc, moi, c'est ça ma philosophie et c'est pour ça, et les jeunes qui sont autour de moi, beaucoup de jeunes ont passé autour de moi et je vois beaucoup aujourd'hui qui excellent dans différents domaines et je suis très contente de ce qu'ils font. Et voilà, je suis cette mentor, je ne m'identifie pas comme coach, mais mentor. Donc, j'accompagne. Quand je vois que tu as du potentiel, que tu es engagé et tu veux, voilà, que tu as de l'ambition, le peu de compétences que j'ai acquises et d'expérience que j'ai acquises. Vous aidez les autres. Oui, j'essaye de le partager avec les autres. Non seulement pour leur dire parfois, ça peut marcher. Comme je peux leur dire aussi, attention, ça a été quelque chose que je ne te conseille pas parce que ça fait partie des expériences que je ne souhaiterais pas que les autres reproduisent. Oui. Donc, vous êtes cette mentor-là que les gens n'ont pas nécessairement cherché. Oui. Vous travaillez actuellement au Canada. Oui. Voilà. Et vous avez vécu au Niger, c'est-à-dire d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue, je sais pas, avancé technologique. Quel est le contraste que vous observez entre les deux? Même parlant de, je sais pas, de mentalité, etc., etc. Alors, peut-être je ne veux pas aller dans les comparaisons entre le Niger et le Canada. Le Niger et le Canada n'ont pas la même histoire. Mais le fait de vivre au Canada, pour moi, me permet de prendre du recul et de mieux observer ce qui se passe au Niger et de mieux servir mon pays. Et pour moi, vivre au Canada, c'est une façon aussi de me ressourcer, d'avoir des outils que je ne peux pas avoir au Niger et que je peux partager avec la jeune génération du Niger. D'accord. Vous affirmez que nous sommes forts culturellement au Niger, n'est-ce pas? Surtout l'aspect ethnique. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous sommes forts culturellement et au Niger, quand vous regardez dans toutes les familles, nous avons le brassage ethnique. Aujourd'hui, dans ma famille, moi j'ai grandi dans un milieu plus ou moins, c'est la culture touareg, mais aujourd'hui, chez moi, on a presque toutes les ethnies du Niger. On s'est marié avec voilà, d'autres ethnies. Et je le trouve partout dans les familles. On a aussi ces fameux liens
de cousinage. Des cousinages à plaisanterie que j'adore beaucoup. Et quand je le vois, c'est vraiment des outils assez puissants de cohésion sociale. Et voilà. Et puis, au Niger, on a quand même cette, comment je peux appeler ça? Cette fierté d'être nigérien. Parce que quand on est nigérien, c'est comme si c'est une fierté. Parce que les Nigériens, c'est quelqu'un qui est humble. Ce ne sont pas des gens que tu vas voir qui sont... Je ne sais pas si on doit le dire, parce que d'autres là, tu vois, dès qu'on dit à un tel, ils ont déjà une identité. Oui. Mais les Nigériens, quand même, c'est quelqu'un de très humble. Et puis, c'est quelqu'un, quand il est avec toi, il est avec toi, avec son cœur. Mais je sais que beaucoup ne partagent pas aussi ça. Je vois sur les réseaux sociaux, on dit, oh, le Nigérien est méchant. Malheureusement. Et vous savez, ça, par exemple, je vais vous joindre par rapport à cette discussion. Je trouve que notre narratif que nous avons de nous-mêmes, il est trop altéré. En fait, il est trop sombre. Ouais. On a tendance à dire que le Nigérien, dans sa globalité, il est mauvais. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Voilà. Le Nigérien, moi, quand on choisit d'être mauvais, on est mauvais. Moi, je dis toujours, et je reste reconnaissante, moi, je suis entourée par des belles âmes. Les personnes qui m'entourent, que ça soit aujourd'hui, presque toutes les personnes qui sont devenues proches de moi, c'est des personnes que j'ai connues en milieu professionnel et après, on a constitué une famille. Et la famille aussi de Cercle Dev autour de moi, c'est des jeunes qui sont venus parce que ils veulent faire du bénévolat, ils veulent apprendre. Presque 80% du personnel, des employés de Cercle Dev, c'est des personnes qui sont venus parce que ils pensent que la vision de Cercle Dev, c'est une vision qu'ils partagent. Ils commencent par le bénévolat, après le stage, et puis ils deviennent employés. Et c'est ce que j'ai dit. Quand on est à Cercle Dev, la première chose qui te lie avec Cercle Dev, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas que tu travailles et à la fin du mois, on te paye ton salaire, mais tu partages une vision et des valeurs avec la grande famille Cercle Dev. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et quand je vois aussi l'équipe, et comment ils travaillent, ils sont investis. Et parfois, quand j'envoie des emails, et avec le décalage horaire, et je vois, il fait tard à Niamey, et je vois la personne qui répond, je dis, il faut dormir. Madame Memou, vous êtes écrivaine? Alors, peut-être pas, mais j'ai commencé à écrire quelque chose. Et j'ai commencé à écrire, je pense, peut-être le finir cette année ou l'année dernière, parce que l'écriture, c'est aussi un processus de guérison. Et j'ai commencé quand même à écrire, mais je suis une passionnée des recherches. J'ai eu la chance de faire quelques recherches déjà dans le cadre académique. J'ai fait 3 recherches. Et puis, dans le cadre professionnel, j'ai fait des recherches. Donc, voilà. Et ça porte sur quoi? Et dans le cadre académique, la première recherche, c'était sur les conséquences du départ volontaire de la fonction publique. La deuxième recherche, c'était sur les questions de l'autonomisation des femmes. La troisième recherche, c'était la prise en compte du genre au sein des organisations locales, conviction ou effet de mode. Donc, ça m'a amené à questionner, est-ce qu'on parle du genre, des droits des femmes juste parce qu'on veut plaire aux bailleurs de fonds, ou bien c'est une conviction. Voilà. Et maintenant, la dernière étude à laquelle, pas même j'ai participé, mais que j'ai piloté parce que j'étais la chef de projet de l'étude, c'était cette étude d'analyse des facteurs de vulnérabilité et des capacités de résilience des communautés face à l'extrémisme violent. Maintenant, en résumé, c'est-à-dire, vous avez quand même beaucoup d'années d'expérience, vous avez fait tellement de choses, vous avez circulé à Niamey, expérience à moto, etc., etc. Franchement, l'expérience, elle est très vaste. Mais si, par exemple, aujourd'hui, vous aviez un jeune devant vous qui a ces mêmes aspirations, n'est-ce pas, qui a ces mêmes ambitions, qu'est-ce que, en fait, votre fibre écrivaine, c'est pour ça que j'ai un peu abordé le sujet, qu'est-ce que vous alliez dire à ce jeune-là qui est devant vous? Moi, je vais dire à ces jeunes, ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas capable.
Moi, je crois au potentiel de la jeunesse. C'était un pari que j'avais fait quand j'avais créé Cercle Dev. J'ai commencé, j'ai dit, moi, je vais recruter des jeunes avec 0 expérience. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Parce que moi, je dirais que Cercle Dev, j'ai juste tracé la voie. C'est eux qui sont en train d'écrire l'histoire de Cercle Dev. Ils ont amené Cercle Dev à un niveau. Aujourd'hui, je peux dire, ce n'est pas moi qui l'ai amené, c'est eux qui ont amené Cercle Dev. Donc, moi, je crois aux jeunes. Je dirais à ces jeunes-là, tu as du potentiel. Il faut croire à ton potentiel. Il faut chercher les outils et les ressources pour pouvoir atteindre ton plein potentiel. C'est ce que je vais dire aux jeunes.